Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers jurys, bienvenue à cette nouvelle édition des plaidoiries pour un polar. Nous tenons tout particulièrement à remercier le barreau de Dijon, grâce auquel toutes les années nous pouvons faire cet événement. Cette année encore, le jury a désigné son roman favori cet après-midi en huis clos et à la fin de cette soirée, nous découvrirons ensemble le résultat de ces délibérations. Et ce soir, vous avez la possibilité, vous, cher public, de voter pour votre plaidoirie préférée. Nous écouterons en premier la plaidoirie de maître Émile Santiard-Dayan, qui défendra Ne reste que l'ennemi, de l'autrice Rose Mallet. Nous écouterons ensuite maître Nicolas Bensa, qui défendra Albertine a disparu, de l'auteur François Vignol. Et enfin, maître Maëlys Schiller, qui défendra à son tour Omnivore, de l'auteur Olivier Bocquet. Les bulletins de vote ont été déposés sur vos chaises. Nous les récupérerons dans une urne à la fin des plaidoiries. Merci de bien penser à éteindre vos téléphones pendant l'événement. Et je laisse à présent la parole à maître Laure Abramovitch. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vous demande d'accueillir à la cour et de vous lever, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Madame l'adjointe au maire, Monsieur le procureur de la République et ses substituts, Monsieur le Président, cher public, chers confrères, j'ai l'honneur de présider en ma qualité de bâtonnier de l'ordre cette nouvelle session de plaidoirie pour un polar qui s'inscrit dans le cadre du programme Clameur, programme porté avec succès par la municipalité depuis plus d'une décennie. L'Ordre des avocats est très heureux d'apporter son concours avec ses jeunes et talentueux membres que vous aurez le plaisir d'écouter tout à l'heure. Nous tenons d'abord à remercier la mairie de Dijon qui a bien voulu mettre à disposition une de ses plus belles salles d'apparat, la salle des États. En fait, à l'époque, la salle des 3 États, des 3 ordres qui structuraient la société. Noblesse, clergé, tiers-état. Merci à Madame le maire Canters et à sa dynamique et passionnée adjointe en charge de la culture, Madame Christine Martin. Je remercie encore les membres du tribunal qui auront la lourde charge, avec vous, public, de juger, de déclarer coupables ou d'innocenter les œuvres et leurs auteurs de ce qui pourra leur être reproché par le fruit de l'imagination fertile du parquet, comme toujours. Je vais présenter les membres du tribunal. Nous avons tout d'abord Monsieur le Président Bollon, le seul parmi nous à disposer réellement du pouvoir de juger, loin, très loin, du commun des mortels. Maître Alexia Gire, vice-bâtonnière, une des dernières omnivores du barreau, m'a-t-elle confessé, ce qui lui a permis de dévorer les ouvrages d'une seule traite. Madame Sylvie Legrand, usagère de la bibliothèque,
qui, elle aussi, dévore sans compter des milliers d'histoires, qui vit 1000 vies en une. C'est ça, le miracle de la littérature. Madame Yaël Bachelet, bibliothécaire, gardienne du temple. Monsieur Bruno Walter, chroniqueur judiciaire, journaliste, qui vit ainsi aussi un peu des crimes et des drames dont le public raffole. Madame Maître Mathilde Perche, lauréate de plaidoirie pour un polar pour l'année 2025. Parmi les acteurs de ces 3 procès qui s'annoncent, j'ai l'honneur de saluer la présence du parquet, qui n'hésite pas à descendre dans l'arène, en la présence de Madame Aurélie Lagarde, substitut du procureur, de Monsieur Marc Augoyard, substitut du procureur, et dans le rôle du procureur de la République, Monsieur le procureur de la République lui-même, Olivier Karakoch. Nous vous savons tous redoutables, courageux, convaincants. Vous êtes des spécialistes du crime en tout genre. Vous en mangez matin, midi et soir, omnivores, vous aussi. Professionnels de la culpabilité, nous ne doutons pas des implacables démonstrations qui vous permettront de clouer au pilori les ouvrages jugés, ce qui sera d'autant plus facile que vous avez, comme toujours d'ailleurs, la liberté de déterminer les chefs d'accusation. Face à vous, la défense, Maître Émile Santiard-Dayan, Maître Nicolas Bensa et Maître Maïlis Schiller. Je compte sur eux pour qu'ils fassent triompher la vérité, le doute, qui en fait partie aussi, et la liberté dans ces procès, sinon fameux, assurément fumeux. Je vais donc commencer par le premier ouvrage mis en accusation et je vais appeler Monsieur François Vigny, je vais appeler Madame Rose Mallet pour l'ouvrage Ne reste que la nuit. Madame Mallet, veuillez décliner votre identité, votre âge. Ah ouais? Vous pouvez mentir. Rose Mallet, 18 ans. Parfait, ça commence bien. Madame Mallet. Nous ne sommes pas passés loin du tribunal pour enfants. Madame Mallet, êtes-vous bien l'autrice de Ne reste que de la nuit? Oui. Madame Mallet, je vais vous poser quelques questions. Vous savez qu'il existe un principe fondamental en procédure pénale qui consiste à permettre au prévenu, à l'accusé, de se taire. Vous savez que les agneaux, parfois, sont réduits au silence. Souhaitez-vous user du silence des agneaux? Non. Merci. Nous avons tous lu avec attention votre ouvrage et c'est un huis clos déstabilisant. Je voulais savoir si, Madame Mallet, après avoir passé des mois dans la tête de l'inspecteur Serge, de Lila et d'Antoine, vos proches ont-ils noté des changements dans votre façon de mener les conversations familiales? Non, parce que j'ai toujours été très schizophrène à parler toute seule dans ma maison. Donc vraiment, ils n'ont pas noté de changement sur le coup. J'ai toujours été comme ça.
Votre inspecteur Serge pratique l'interrogatoire alternatif avec une redoutable efficacité. La Cour se demande si vous ne seriez pas disponible pour une mission de formation du barreau de Dijon. Avec grand plaisir. J'ai une dernière question. En présence de Monsieur le procureur de la République, nous sommes en matière criminelle. Acceptez-vous de plaider coupable? Vous avez 12 secondes de réflexion. Je vais laisser mon avocat répondre à la question. Votre avocat a la parole. Pardon. Monsieur le procureur de la République, pour ces réquisitions. Réquisition du procureur et après ça sera moi. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. La tâche du procureur que je suis est aisée pour mettre en accusation cet ouvrage. Vous notez que je ne parle pas d'œuvres littéraires parce que si nous avions affaire à des œuvres, nous ne serions pas ce soir devant un tribunal. Je pourrais aussi me contenter de vous expliquer que Ne reste que la nuit n'a pas sa place ici, devant vous, parce qu'un polar est un ouvrage littéraire dont l'intrigue est policière. Et que là-dedans, il n'y a aucune intrigue policière. Au contraire, l'intrigant est policier. Et vous ne chercherez même pas qui a tué, mais qui est mort. Pourtant, au départ, j'ai bien cru que votre roman Rose m'allait. Je ne m'attendais pas à cette réaction et j'allais dénoncer qu'après ce trait d'esprit, il y aurait et ensuite le silence. Mais je vois que le public est averti. Ne soyez pas ingrats. Je reprends. Au départ, j'ai bien cru que le roman de Rose Mallet, les standards y étaient, un peu trop même. À la première page, vous découvrez que vous avez affaire à un flic désabusé, qui bosse trop et qui s'est fait larguer parce que son travail dévorait sa vie de famille. Vous vous demandez alors, quand l'autrice vous dira qu'il picole, eh bien, votre curiosité sera satisfaite à la 3e page. Voilà, en 3 pages, vous pensez, chouette, comme on dit à Dijon, un bon polar, bien classique, avec un officier de police lessivé et imbibé, vivement la scène de crime bien dégueu, et pourquoi pas, un procureur frustré, ennuyeux et guindé qui privilégie sa carrière à l'enquête. Très vite, vous trouverez également dans ce livre des bonnes punchlines à la SAS, du genre « Les sales types ne sont jamais des monstres, juste des types normaux ». Alors mention pour les plus jeunes, même si je vois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, les SAS sont la référence absolue du vrai polar, avec des couvertures d'avant MeToo, lesquelles étaient, pour certains, le principal attrait du livre, et je ne parle pas que de moi. Eh bien non, patatras, ce n'est pas du tout un bon vieux polar. C'est un livre où la folie s'instille doucement, même chez le lecteur. Un doute naît chez le réel. L'héroïne a-t-elle bien fait ça? Le policier l'a-t-il entendu? Moi, lecteur, l'ai-je bien lu? L'ai-je bien compris? Quand vous êtes obligé de relire un passage, pourtant bien écrit, pour vous assurer de ce que vous avez lu, c'est soit que vous êtes limité, vous n'arriverez pas, madame, à me convaincre que c'est mon cas, soit que le récit, et donc l'esprit de l'autrice, est tortueux. Si encore c'était divertissant, mais pas du tout. Ce roman est aussi noir qu'une permanence du parquet pour mineurs, ce qui, croyez-moi, en ce moment, n'est pas qu'une image. Je ne vous le conseille pas pour l'été.
Il concentre toute la palette de la maltraitance infantile, décrite avec justesse, avec des sous-entendus plus évocateurs qu'un numéro de Justice en France ou qu'un procès-verbal d'assistance éducative. C'est le récit d'une enfance où les meilleurs souvenirs ne sont que les moins pires. Vous verrez qu'en page 202, vous lirez que le policier, je cite, « ne peut s'empêcher d'espérer un peu de lumière au milieu des ténèbres, une pause salvatrice, vous penserez exactement la même chose, mais avec le soulagement pour ce qui vous concerne d'en avoir fini 44 pages plus tard. Car heureusement pour votre santé mentale, il y a une fin, un moment où le cauchemar et le doute cessent, un moment où vous posez ce livre, comme on sort d'une parenthèse en se disant à la fois « ouf, j'en ai fini » et « mince, j'en aurais bien repris un peu ». Personnellement, pour en reprendre un peu, je suis allé faire un tour en cour criminelle en début de semaine. Alors, Rose Mallet, il faut maintenant assumer votre création et ses conséquences sur vos lecteurs. Je vous ai entendu invoquer la schizophrénie devant Monsieur le Président. Le tribunal ne se laissera pas avoir. Madame Mallet n'a aucune altération du discernement, ni abolition, et vous la déclarerez totalement coupable. Je requiers à son égard que l'intégralité de ses droits d'auteur soit versée au profit de la protection de l'enfance, et que dans le cadre d'un travail d'intérêt général, vous soyez, madame, contrainte d'écrire un conte pour enfants avec un prince, une princesse qui s'aiment pour l'éternité et qui ont beaucoup d'enfants très heureux et des amis policiers sobres. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous faire une confidence. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours détesté les polars. J'étais un enfant précoce. Tellement précoce qu'à 13 ans déjà, je savais lire. Alors, comme tout le monde, j'ai commencé par le polar pour enfants. Je peux vous dire que Petit Ours Brun et la tronçonneuse, c'était pas une partie de plaisir. Enfin bon, c'était toujours mieux que Le Petit Grégory et le mystère de l'Atlantide. Une sacrée bouse. Mais c'est le plus puant de tous, le mythique Münster de la Chambre jaune, qui a mis fin à ma carrière de lecteur. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir pour défendre Ne reste que la nuit, j'ai d'abord refusé. Enfin, pour être honnête, j'ai même demandé à être reconnu comme victime et sollicité des dommages et intérêts. Finalement, après mûre réflexion et promesse d'un gros chèque, j'ai changé d'avis. Prenant mon courage à deux mains, repoussant l'image de Petit Ours Brun, j'ai décidé d'y aller. Après tout, défendre des clients antipathiques pour un avocat, rien de plus naturel. Mesdames, messieurs, après un léger retournement de robe, je suis fier aujourd'hui de porter la voix de l'infâme Ne reste que la nuit. Au départ, j'ai tremblé devant le profil des autres accusés. Livre numéro 1, une vieille mémère qui disparaît mystérieusement en pleine pandémie de Covid. Que d'originalité. Livre numéro 2, Hannibal Lecter a ouvert un petit troquet. Au menu, pot au feu, pied de cochonne et cœur d'artiste chaud. Bref, du polar qui s'assume, du polar honnête. Et puis, il y a mon client. Bravant mon dégoût pour cette espèce nuisible qu'est le polar, j'ai entamé ma lecture. J'ai immédiatement compris que l'équilibre était parfait. Une dose d'héroïne, un zeste d'inceste, une goutte d'alcoolisme, des copeaux de scarification et une bonne tranche de cadavre. Le tout mijoté à feu doux dans une enfance traumatique. Miam. Tous les ingrédients étaient réunis. Mais plus ma lecture avançait, plus je m'apercevais que tout ça n'était qu'un prétexte.
un leurre. Ce polar, qui n'en était pas un, nous délivrait en réalité une toute autre leçon, une leçon de doute judiciaire. Ne reste que la nuit, effectivement, ça n'est pas un polar. C'est un essai sur la recherche de la vérité et de ses multiples visages. Pour le lieu, c'est très simple. Une météo catastrophique, quelques vaches en noir et blanc, une odeur de vieux clacos, aucun doute, nous sommes en Normandie. 3 personnages principaux. Un enquêteur, une sœur et un frère. L'enquêteur est bien du coin, sauf que le Normand s'appelle Serge et non Gérard. Lila est fragile, meurtrie par la vie. Antoine est terrorisé et mutique. Dans un premier temps, Serge interroge Lila. Salle 201, propre, nette, sans bavure. Il est certain d'avoir tout saisi. Son flair de vieux briscard ne le trompe pas. 2 heures d'interrogatoire, un jambon beurre offert pour se la jouer gentil flic, et voilà 20 ans de drame familial élucidé. Une journée des plus banales au commissariat de Rouen. Le rouquin des experts Miami n'a qu'à bien se tenir. Malgré les propos évasifs de Lila, le lecteur sent lui aussi que son intelligence supérieure à la moyenne lui a permis de faire toutes les déductions nécessaires. Son psy lui a toujours dit qu'il était HPI. Bingo! Il sait qui est mort, qui a tué et pourquoi. En 150 pages, l'affaire est dans le sac, tout est limpide, simple. Mais seulement voilà. Quand vient l'interrogatoire d'Antoine, le petit frère, le vieux flic comprend qu'il a été berné par une gamine. Et par la même occasion, le lecteur s'aperçoit finalement qu'il est con comme un balai. Salle 202. Le gamin raconte une histoire bien différente, encore plus crédible. Malgré cette déconvenue, cette fois-ci ça y est, le capitaine Clacos et Jean-Michel Ballet ont tout compris. Ils savent qui est mort, qui a tué et pourquoi. Mais seulement voilà. Ce trou normand de Serge n'est pas seulement alcoolique, il est aussi complètement fou. Au crépuscule du roman, tout est remis en question. Serge est persuadé de détenir la vérité. Lila croit probablement dur comme fer à sa version. Antoine également. Chacune de leurs émotions sont authentiques. Mais l'émotion n'est pas la vérité. À sa manière, chacun est sincère. Mais la sincérité n'est pas la preuve. Le lecteur est perdu. Lui qui a été chaque fois tenté de croire celui qui souffrait le plus, celui qui correspondait le plus à ses propres préjugés. Lui qui s'est fabriqué des vérités faciles, rapides, implacables. Une fois la barrière des clichés tombée, il est confronté à la dure réalité de la justice humaine. La vérité ne peut qu'être judiciaire. Elle n'est jamais ni unique, ni absolue. Pas pour nous, en tout cas. Vous indiquiez, monsieur le procureur, que vous aussi, à la lecture, vous avez douté. Je m'en réjouis. Dans le contexte actuel, cette sagesse pourrait bien vous éviter une convocation intempestive devant monsieur Darmanin. Ne reste que la nuit est une véritable prouesse technique. 3 personnages principaux, un huis clos dans un commissariat et quelques petites heures d'interrogatoire lui suffisent à remettre en question la perception de la vérité. Notre cher Ballet HPI, persuadé que son expérience du polar avait fait de lui un Sherlock Holmes des temps modernes, n'y comprend plus rien. Vous avez devant vous un faux polar qui se joue des vrais lecteurs du genre. Car le véritable suspect de ce roman n'est ni Lila, ni Antoine, ni Serge. Le véritable suspect, c'est le lecteur. Celui qui croit comprendre, celui qui croit savoir, celui qui croit juger. Et c'est là le vrai génie de cette œuvre. La forme sert le fond. La narration adopte les codes du sujet qu'elle traite. Les violences physiques et sexuelles au sein de la famille.
Vous n'avez rien vu? Vous n'avez rien compris? Tout vous semble flou? Quelle version est la bonne? Qui ment? Qui déforme? Qui souffre le plus? Vous pensiez tout savoir, mais votre vision est voilée. Les fragments de vérité sont tapis dans l'ombre, dissimulés, morcelés. Ne reste que la nuit est bien plus qu'un simple tour de passe-passe destiné à amuser la galerie. C'est un coup de projecteur sur ce qui existe de plus sombre dans notre société. Il nous révèle la véritable fabrique des monstres, la famille. Cette fabrique qui laisse des traces indélébiles. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, soit un enfant toutes les 3 minutes. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Chaque année, des dizaines de milliers d'enfants sont victimes de violences physiques, sans même que l'on ne puisse faire une estimation précise de leur nombre. Parmi eux se trouvent nécessairement vos filles, vos fils, vos neveux, vos cousines, et peut-être même l'enfant que vous étiez. Quand vous refermez ce livre, l'enquête n'a pas seulement porté sur les personnages, elle a porté sur vous, sur votre manière d'écouter, sur votre manière de croire, sur votre manière de juger. Ne reste que la nuit à oser semer le doute, plutôt que distribuer des certitudes. Il a transformé chaque lecteur en juré de sa propre conscience. Relisez-le bien. Il vous murmure peut-être d'observer mieux, d'écouter plus, de protéger davantage. Alors condamnez-le, acquittez-le, faites comme bon vous semble. Chaque lecteur a rendu son propre verdict. Et ce roman a déjà accompli son œuvre en exposant la nuit au grand jour. Et même si elle nous avait promis d'arrêter les frais, à l'issue de son premier roman intitulé « Et ensuite, le silence », Rose Mallet a récidivé et s'est fait un nom avec cette seconde œuvre. Alors vous, cher lecteur, vous, monsieur le procureur, vous pourrez maintenant dire que vous le connaissez, le nom de la rose. Merci, maître Sentière-Dayan. L'affaire est mise en délibéré en fin d'audience. Je vais appeler désormais la deuxième affaire qui va occuper le tribunal. L'affaire concernant monsieur Olivier Boquet. J'appelle monsieur François Vignol. Monsieur Vignol, veuillez décliner votre identité, âge et qualité. Je m'appelle donc François Vignol et je suis né à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Êtes-vous bien l'auteur de Albertine a disparu? Oui, je le crains. Monsieur Vignol, j'ai la question qui s'impose avant toute chose. Souhaitez-vous user du silence des agneaux? Vous connaissez un journaliste qui n'a jamais été bavard, donc je le saurai. Merci. Monsieur Vignol, vous vous inspirez d'une affaire réelle de personnages identifiables. Avez-vous recueilli le consentement de la famille de la victime?
Alors, on a essayé d'avoir le consentement d'Albertine, mais malheureusement, comme elle était décédée depuis 10 ans, c'était très difficile. La BD vous permet-elle de traiter ce sujet différemment d'un reportage? En choisissant la fiction, n'avez-vous pas sacrifié la rigueur journalistique sur l'autel de l'émotion? Je crois que l'émotion fait partie justement de la vérité et que par le dessin, elle nous a amené en fait une restitution de ce qui a pu se passer, c'est-à-dire de la disparition de cette dame. Et 90% de ce qui est écrit, en fait, provient de procès-verbaux, de gens qu'on est allés rencontrer en leur demandant « Est-ce que vous connaissiez Albertine? Comment elle était? Comment ça s'est passé ?» Et on a préféré restituer ça par le dessin, qui nous permettait d'avoir ces silences, le cycle de ces saisons et la vie d'un village. Le tribunal appréciera vos explications. Plaidez-vous coupable? Je plaide non coupable, comme tous les innocents qui sont jugés dans les cours d'assises. Merci, Monsieur Vignol. Je vais laisser la parole à Monsieur le procureur, Madame le procureur de la République. Chers jurys, chers amis lecteurs, il est certain que la lecture d'Albertine a disparu m'a intriguée. Non pas au titre du polar qu'il se prétend être. Encore aurait-il fallu pour cela dépasser les 5 pages. Et l'écriture de disparu dans le titre donnait quelques indices sur le manque de moyens. Manifestement pas suffisamment d'encre pour terminer le titre, pas davantage pour en achever l'intrigue. Chers amis lecteurs, ils s'y sont mis à 3 pour nous faire disparaître Albertine. 2 co-auteurs pour les scénarios, un 3e pour le dessin, le tout emballé pesé en 5 pages. Messieurs, vous savez qu'il s'agit d'un mythe lorsqu'on dit que la durée ne compte pas. Un scénario si captivant que j'en ai suspecté tout le monde. Bon, avec 3 personnages dont un mort, j'ai rapidement fait le tour. Était-ce Roselyne, cette coiffeuse spécialiste de la permanente, dont le seul centre d'intérêt est la vie sexuelle de Laetitia Hallyday? Bon, elle a un autre atout, Roselyne, son décolleté. Forcément, 3 hommes ensemble, on en revient un peu toujours à la même chose. Décidément, on a tous en nous quelque chose de Bruel. Voyez ici un peu de coquetterie. Monsieur Vignol fait en réalité sa propre publicité. Il a écrit le chef-d'œuvre, Laetitia, la vraie histoire. Bon, dispensez-vous de tout achat, je vous la fais aussi courte que la BD, Laetitia est la femme d'un chanteur. Plus tard, il fera référence à N6, groupe auquel il appartient. Décidément, il y tient à son CDI. Bon, en tout état de cause, Roselyne ne l'aime pas, Albertine. Elle ne lui parle plus depuis plus de 41 ans à cette vieille carne. Où était ce conseiller municipal? Celui qui nous décrit Albertine pas très sexy car très ridée. Délicat, adapté. Merci, messieurs. Ou ce nouveau couple parisien tellement traumatisé du Covid dans leur cage à poules qu'ils viennent venir sentir l'odeur des petites gens. Elle travaille chez L'Oréal, lui chez Total. On notera que monsieur est le roi du pétrole et que madame est au rayon maquillage. Et Gilles nous cherche toujours son possible pendant ce temps-là. Alors le mystère réside autour du fils, son fils. Enquête parfaitement maîtrisée par la gendarmerie locale. La seule gendarmerie où un sous-officier vient donner des ordres à un officier. Seul polar où l'institut criminel de la gendarmerie estime nécessaire de venir nous faire la poussière chez la vieille branche. En même temps, vu les moyens de la justice, il y a les moyens de se faire attribuer le Minitel d'Albertine. Alors nous voilà partis à la recherche de notre Tati Daniel des temps modernes. On recherche une vieille qui ne nous connaît pas mais nous déteste déjà. Cette recherche, on en meurt d'envie. Enfin non,
je suis excessive. On en meurt et c'est déjà plus réaliste. Ici, chers amis lecteurs, réside toute la difficulté. C'est que nous sommes contraints de faire semblant de nous intéresser à nos vieux pour croire à l'intrigue. Quel hypocrite ce maire! Une liste de vieux, mais quel enfer! On sent que les élections approchent. J'espère au moins qu'il a été réélu. Puisque le mystère n'est pas réellement de savoir si Albertine a ou non disparu. Le mystère, c'est de savoir en réalité qui s'intéresse réellement à Albertine. En même temps, personne n'a d'égard pour Albertine. Elle avait qu'à accepter d'aller à l'EHPAD, Albertine. C'est sympa, l'EHPAD. Elle sait pas ce qu'elle loupe. La liste d'attente est souvent plus longue que la liste des activités. Puis elle crache un peu dans la soupe, Albertine. Hein. Dans la commune, on n'a pas tout à l'égout, mais on a des chevaux dans l'EHPAD. Bon, de l'animal au vieux, je n'aurais jamais osé l'association. Monsieur Vignol la réalise sans complexe, et je le rejoins, je le crois, à préférer l'odeur de Petite Étoile à celle d'Albertine. Ou autre alternative pour retrouver notre mamie, Monsieur Bouquet nous en a donné l'ébauche dans son livre omnivore. Quelques-uns ont sans doute profité de la tendresse de la pauvre flétrie d'Albertine. Parce que la clé de l'intrigue, c'est que le fiston, il a de la suite dans les idées. Un vieux, ça coûte cher. Et fiston, il a trouvé le meilleur moyen de nous rentabiliser Albertine. Arnaque de l'État, économie des frais funéraires, un lieu pour fuir sa femme. En d'autres temps, il aurait été érigé leader des Gilets jaunes. Hein. Bon, Albertine a disparu et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'intéresse enfin à elle. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas laisser cet auteur impuni. Il mérite une condamnation exemplaire. Ne serait-ce que parce qu'ils sont journalistes, et pas des moindres, des Parisiens, loin de la presse quotidienne régionale, parce qu'ils ont cru pouvoir s'arroger le droit de nous caricaturer notre belle campagne, parce qu'ils vous font croire que l'on maintient nos vieux en vie pour escroquer le contribuable, parce qu'ils osent affirmer que les EHPAD sont des lieux fréquentables. Je requiers la condamnation de ce livre à rejoindre Albertine, là où elle se trouve, dans les abysses de la littérature, et à titre subsidiaire, à une publication de l'œuvre dans tous les EHPAD de France, où elle y trouvera sa place, juste après la purée, et se verra réserver le même sort que ses voisins dans ce purgatoire humain. Maître Bensa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, quoi de plus belle profession que celle d'avocat? Défendre à tout prix. Défendre l'ivrogne qui tire sur un chat et dont la balle passe à 2 cm du voisin. Défendre un client qui se met à insulter copieusement le juge. Se retrouver aussi à 4 heures du matin, dans une geôle, place Suquet, avec un homme qui a volé des crevettes. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, le pire, c'est l'odeur. Bref, être avocat, c'est tout ça à la fois. Mais c'est surtout donner de sa voix. En effet, avocat vient du latin ad vocatus, la voix de celui qui n'en a pas. Alors, quoi de plus symbolique aujourd'hui que de défendre un livre? Un livre raconte des histoires, mais il n'a pas de voix. Je ne vous parle pas de la tablette numérique que les bobos 2.0 s'arrachent. Non. Moi, je vous parle du vrai livre, celui qui pèse, celui que l'on corne, celui qui nous fait rire et celui qui nous fait pleurer, celui qui nous procure tant d'émotions, ou celui qu'on utilise comme cale-porte ou tapette à mouche quand c'est du Guillaume Musso ou Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je me dois de plaider pour un vrai livre, ou plutôt une bande dessinée. Albertine a disparu. Badinter disait « plaider, c'est bander. Convaincre, c'est jouir. » Alors, sans vous dévoiler mon intimité, laissez-moi vous convaincre. Vous convaincre qu'Albertine a disparu est un vrai chef-d'œuvre. 135 pages,
de pur bonheur. Court, mais intense. Et non, madame le procureur, la durée ne fait pas tout. Comme la taille d'ailleurs. Bon, j'avais dit que je parlais pas de mon intimité. Au-delà de la référence à Proust, Albertine a disparu, c'est surtout des auteurs. Vincent Guerrier et François Vignol. À ce propos, madame le procureur, je ne peux laisser ces accusations de parisianisme sans réponse. Ce sont des journalismes de terrain. Vincent Guerrier, rédacteur en chef du journal Le Perche, le quotidien de l'Eure-et-Loire, la Sarthe et l'Orne. Si c'est pas de la presse tout-terrain, ça, je ne sais pas ce que c'est, madame le procureur. Et note François Vignol, le journaliste PJ du M6, le BG du service privé. Une petite fille violée, des chatons égorgés, un serial killer dans la Drôme, c'est François qui s'y colle. Ça, c'est de l'actu locale. Ce livre nous plonge dans la vie d'un vrai petit village de Normandie. Un village qui sent le camembert, l'agnole, la crème, et aussi un peu la mort quand même. Ça, madame le procureur, encore une fois, ce n'est en rien de la caricature, c'est de la réalité de terrain. Vous, François, né à Neuville-Saint-Va, vous les connaissez si bien, ces petits villages, et vous nous y plongez parfaitement. Le clocher de l'église, le crédit mutuel de la place du village, et puis l'institution, le bar PMU. Ce bar que tout le monde connaît, une odeur âcre, un carrelage qui colle, un zinc qui a vu des générations de lever le coude, des générations de « la petite sœur, s'il te plaît, hein ». Ce bar, c'est notre Madeleine de Proust éthylique à tous. Celle qui, pour les plus jeunes, sentait la grenadine à l'eau, pendant que papy s'enquillait ses verres de rouge. Ça doit vous parler, ça, à mon avis, François. On y retrouve dans ce PMU tous ces personnages principaux. Le tenancier, autant de kilos en trop que de gamma GT. Il est l'homme sans qui rien ne se passe. Entre deux tournées de picombière, il essuie paisiblement ses verres. Il n'ignore rien ni personne, et personne ne l'ignore. Tous les potins passent par lui. T'as vu donc la Ginette au bras du Dédé ? Elle l'a vite oublié, notre Jean-Claude, hein ? Et puis bien sûr, un bar PMU n'est rien sans ses clients. Des philosophes, des psychologues, des conseillers en finance. Bref, des professionnels. Enfin, surtout des professionnels de la picole. Parce que je peux vous dire qu'au bar PMU, ça fait pas que tu sais de la glace. Comme le disent nos habitués du zinc, un vrai village, c'est aussi l'arrivée des parigots. Même ça, François Vignol ne l'a pas oublié. Le joli petit couple parfait. Elle, qui travaille chez L'Oréal en télétravail, lui qui vient de chez Total, et leur jolie petite tête blonde. Lazare, Ferdinand, Léopoldine, Ninon, Lily-Rose, Éden ou encore Borromée. Ils viennent à la campagne retrouver le vrai goût des choses simples, se ressourcer à la nature. Tout ça pour faire flamber le prix de l'immobilier. Voilà un réalisme poussé à l'extrême. Et puis, le personnage central du livre, Gilles, le maire de Courteville. Notre Gilou, c'est le premier le cordé. Maire, psychologue, bureau des plaintes, mais surtout, recenseur de petites vieilles à la peau fripée, sur le point de passer l'arme à gauche. En effet, notre Gilou, il s'inquiète pour nos vieux. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls. Pas dans un but électoral, madame le procureur, mais parce qu'il les aime, ces petits vieux. Nécrophilie ou altruisme, seul Gilles a la réponse. À la faveur du Covid et d'un été caniculaire, il décide de les compter. Ces oubliés, ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qui sont nos porteurs d'histoire, ceux dont la phrase commence par un « vous savez, à mon époque » et qui se termine souvent par un « Gilles les compte un par un. Monique, Gisèle, François... Ah bah non, lui, il est mort. Vient le tour d'Albertine Buisson, la doyenne du village, la Tati Daniel des temps modernes. Elle manque à l'appel, Albertine. Même Roselyne, sa belle-fille, 40 ans qu'elle l'a pas vue, la vieille peau. Alors on cherche, partout. Personne ne l'a vue. Mais bon, son fils Christian, il s'en occupe, lui. Enfin, il s'occupe plutôt de lui descendre les cubis de rosée pendant que la vieille, elle décroupit dans son lit. Parce qu'elle est là, l'intrigue.
Un beau jour, Christian, atteint d'un Covid long, ne peut plus respirer. Sur son lit de mort, il avoue « Maman est morte. Pas aujourd'hui ou peut-être hier, comme l'a écrit Camus, mais il y a 10 ans. 10 ans au moins. » Alors, Gilles et la maréchaussée courent chez Albertine. Dans la maison, rien ni personne. Simplement de la crasse. Même pas un reste de couche sale ou un vieux dentier qui traîne. Rien. Pourtant, Christian l'a dit, elle est dans son lit. Alors, les gendarmes soulèvent la couette. Et là, chac, une pluie de poussière, de la poussière d'os. Tu es poussière et tu retourneras poussière, dit le gendarme. Ah, des poètes, ces gendarmes. Bon, là, François, vous sortez quand même un peu de la réalité. Albertine était bien là, décomposée par le temps. Personne ne s'en est aperçu. Personne ne s'en est inquiété. Pendant toutes ces années, Christian n'a rien dit, ou n'a rien pu dire. Le fait divers est là. Une mamie décomposée dans son lit. Tout le monde donne de sa personne. Tout le monde donne de son hypothèse. Le bar PMU devient un think tank de la psychologie. Les plateaux télé invitent les experts psy sur les plateaux. Et le mot est posé. Un déni de mort. L'incapacité de conscientiser et d'accepter la mort d'un proche. En gros, Christian est un Jean-Claude Roman version bisounours. Lui n'a pas raté médecine, endetté toute sa famille pour au final les égouiller du grand-père jusqu'au chien, mais il a menti. Il a menti et non pas dans une volonté d'escroquer, madame le procureur, simplement un mensonge. Et il l'a fait tenir, son mensonge. Tous les soirs, il disait à sa femme qu'il allait apporter de la nourriture à sa mère. Les voisins, pareil. Oh, maman va bien, elle est juste un peu vieillissante. Au final, Christian est un peu au mensonge ce que Darmanin est à l'opportunisme. Un pro. Notre pauvre Christian, imaginez-le, tous les soirs à se saouler au mauvais vin, seul dans cette maison crasseuse, se remémorer sa maman, ses gâteaux, son parfum, qui laisse place quand même à l'odeur du cadavre en décomposition. Ça, c'est un sacré désavantage, madame le procureur de la République. Alors oui, dans ce livre, une enquête quelque peu critiquable, des moyens d'enquête disproportionnés selon madame le procureur. Elle a peut-être raison. Mais là encore, une enquête de gendarmerie sous l'égide d'un procureur de la République. Au final, ce livre est une ode à la mort. La mort, cette étape de la vie auquel personne n'échappe, pas même Bernadette Chirac. La mort, c'est une fatalité de la vie, un voyage éternel. Il faut l'accepter et même peut-être l'aimer. Pourtant, notre société a peur de la mort, si peur qu'on ne la nomme pas. Dans cet élan, on en vient même à enfermer nos vieux, ne surtout pas les montrer. Tout faire pour les oublier, ne pas s'en encombrer. Pourtant, il est dans notre responsabilité de les accompagner dans ce dernier moment de vie, ne pas les laisser seuls, à la merci de la grande faucheuse. Alors oui, ils ne sentent pas toujours bon, sont parfois durs de la feuille, sans parler des anti-jeunes et des racistes, mais il faut les aimer, nos vieux. Ils représentent notre passé et notre futur. Ils sont nos racines et notre histoire. Une société qui laisse ses vieux de côté est une société qui ne prend pas en compte son passé. L'année dernière, les petits frères des pauvres ont recensé une trentaine d'Albertines en France. 30 personnes sont mortes seules, sans que personne ne les remarque. Elles sont mortes dans l'oubli. Mais où est donc Albertine permet d'ouvrir les consciences. Il permet de réfléchir à la façon dont on traite nos vieux, nos morts. Victor Hugo l'a dit, les morts sont des invisibles, mais non des absents. Les oublier revient à les condamner.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Albertine rappelle justement cela, l'importance de s'occuper de nos vieux. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de la quitter. Merci, Maître Bensa. L'affaire est mise en délibéré en fin d'audience. Nous allons appeler la troisième affaire de cette audience. Et le troisième prévenu, donc, Monsieur Olivier Boquet. Veuillez vous présenter à la barre, je vous prie, avec votre conseil. Monsieur Boquet, veuillez décliner votre identité, votre âge et vos qualités. Olivier Boquet, 52 ans, la bonté. Nous en jugerons. Monsieur Boquet, êtes-vous l'auteur de l'ouvrage Omnivore? Oui. Souhaitez-vous conserver le silence des agneaux? Non. Merci. Deuxième question, Monsieur Boquet. Êtes-vous végétarien? Je suis flexitarien. La violence étant suggérée plutôt que montrée dans votre ouvrage, n'avez-vous pas choisi la voie de la facilité pour éviter d'assumer pleinement les actes de vos personnages? À titre personnel, n'étant qu'écrivain, je ne peux pas assumer ce que font mes personnages, c'est eux qui le font, pas moi. Monsieur Boquet, la Cour souhaite savoir si, lors de vos recherches, vous avez réservé une table à l'Hôtel Doré, et si oui, avez-vous regardé la carte avec la même sérénité qu'avant? J'ai travaillé dans des restaurants, donc je vois très bien ce qui se passe en cuisine, et j'ai pas eu besoin d'aller dans un restaurant en particulier pour m'inspirer, j'ai juste puisé dans mes souvenirs. Merci. Monsieur Boquet, plaidez-vous coupable? Jamais. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés. Sommes-nous omnivores au point de dévorer un tel ouvrage, sachant Jules Egan en tout cas, et qu'il me soit permis, avant de venir au fond, bien qu'on touche quand même assez souvent dans ce livre, de rappeler combien ce sujet est trop sérieux pour être pris avec légèreté. C'est un sujet avec lequel on ne badine pas ici. Encore moins ici, là, dans ce palais, où ça résonne encore des odeurs du plat de Reine Bourgogne, qui aura quand même réussi l'exploit de devenir la star de la cuisine en faisant tomber par hasard un pot de paprika dans la cuisine qu'elle préparait. Bon, bien sûr, comme toujours, l'histoire ne retiendra que le nom de son mari. Mais c'est encore plus grave. Foi de Lyonnais, et vous choisirez, mesdames, messieurs, les membres du jury, l'orthographe de mon foie. Lyon reste la capitale de la gastronomie. Mais même si c'est vrai, j'en conviens, devant votre juridiction, on ne plaisante pas avec la gastronomie. Et c'est d'ailleurs dans cette ville que l'auteur aurait dû choisir le cadre des exploits de Karl Angus. Ben oui, quelle autre ville a su allier la gastronomie et l'évasion que Dijon?
Et en plus, dans ce livre, l'auteur va essayer d'amadouer le jury, en essayant de rendre un hommage 3 étoiles à l'arpège. Une blague que seuls les juristes peuvent comprendre. Les faits ont lieu à Fontainebleau. Je ne dirais pas que c'est du parisianisme, d'autres dossiers l'ont évoqué. Mais quand même si on aurait dû se dessaisir de ce dossier, on a choisi de le garder. Parce qu'il faut qu'on règle son sort à ce bouquin, une bonne fois pour toutes, et je crois que finalement, il n'y a qu'ici qu'on pourra le faire. Et au regard de ce contexte, au regard de ce qui a été dit précédemment, vous ne pourrez être que sévère dans ce dossier. Parce qu'en effet, dans ce dossier, dans ce livre, tout pousse à à la condamnation de son auteur. Le dossier parle de lui-même, et les faits sont très simples. Le chef Angus servait de la viande humaine à sa clientèle dans un établissement dont on n'a pas pu vérifier les autorisations, mais en tout cas qui s'appelle l'Abeille Dorée, même si, bon, il n'était pas très folle la guêpe, il a essayé de trouver un moment un espèce de nom, en essayant de rappeler un peu ce côté un peu bucolique, ce côté un peu humain, avant de dire un peu de luxe, avec le côté doré, un peu le bling-bling qui ressort de ce dossier, ou pas. Et dans ce dossier, les choses vont ressortir finalement grâce à l'action du journaliste, qui était un peu en manque d'inspiration et qui va trouver une émission de télé-réalité. Enfin, de télé-réalité. Elle va arriver par hasard dans ce restaurant, diffusé en direct, et au lieu de couper, le service public va continuer à diffuser cette émission jusqu'à rendre la nausée aux personnes qui regardent, au public. Et cette télé-réalité va continuer. Enfin, bref, franchement, pourquoi nous avez pas rendu Loana? C'était quand même beaucoup plus simple. Et cela se poursuit après sur les réseaux sociaux. Et oui, encore les réseaux sociaux, c'est toujours la faute de ceux qui regardent avec des commentaires, avec des hashtags, avec la modernité. Mais quoi, on n'a plus le droit de cuisiner maintenant sur YouTube? On n'a plus le droit de mettre des recettes comme ça? C'est ça que l'auteur a essayé de faire croire? Et puis, on va aussi oublier les clients dans ce livre. Ces clients qui, bien sûr, ne savaient pas qu'ils mangeaient ce qu'ils ont mangé. Mais quand ils seront interrogés, on va quand même voir qu'ils se vanteront pas trop de ce qu'ils mangeaient. C'est assez intéressant quand même comme élément. Et puis, ce qui me frappe le plus dans ce livre, c'est que finalement, l'auteur a placé au cœur de ce livre le bourreau, ce Karl Angus, ce chef. Au lieu de mettre en avant le duo de capitaine Kuklinski et Toulouse, et puis même les autres policiers, le commissaire Hardy, la PST, le RAID, enfin tous ceux qui finalement sont les vrais héros de ce bouquin. Mais encore une fois, on a préféré mettre en avant la personne qui pensait savoir cuisiner, alors que c'était eux les héros. Toujours à la recherche du buzz encore. Et puis, on allait oublier les vraies victimes, celles qui, malgré elles, ont fait la renommée du chef Angus. Elles n'obtiendront jamais justice, elles ne pourront pas demander réparation, quoique. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas envisagé dans votre livre de les faire présenter ou demander à remplir un formulaire bleu, numéro CERFA 14482, qu'ils auraient peut-être pu envoyer à l'OFPRA ou à d'autres structures qui auraient pu permettre de trouver ces éléments. Mais, de toute manière, les victimes ne peuvent pas demander réparation. Qui pourrait-elle? L'auteur s'est donné la mort, il a pris l'évasion ultime, l'action publique est éteinte. Finalement, il ne reste plus que vous à condamner, monsieur. Il n'y a plus que vous qu'on peut choisir. Alors, puisque Karl Angus n'est plus là, puisqu'il s'est fait sauter le caisson, et qu'il ne reste plus que l'auteur, vous le déclarez entièrement coupable des faits qui lui sont reprochés. Entièrement coupable. Et j'ai bien eu le temps de chercher la peine dans le Dalloz, enfin en tout cas, c'était pas le Dalloz, pardon. Je crois que vous devez donner une peine qui soit à la hauteur des faits. Vous le condamnerez à une paye de travail d'intérêt général consistant en la rédaction d'un vrai livre de recettes bourguignonnes, avec illustration, à réaliser dans un délai de 12 mois. Et en ce qui concerne la peine, si jamais M. Bocquet ne réalisait pas ce travail d'intérêt général, vous le condamnerez à se présenter en tant que membre du jury de Top Chef. J'avoue qu'au regard de la gravité des faits, j'ai hésité avec d'autres peines. J'ai hésité à requérir l'obligation de regarder l'intégralité des épisodes de La cuisine des mousquetaires, ou encore de forcer M. Bocquet à participer aux opérations de contrôle menées par l'URSSAF et la DDPP. Il aurait peut-être vu pire que dans l'Abeille Dorée. Mais vous releverez que le casier du prévenu ne porte trace d'aucune mention. Une peine d'avertissement me paraît donc pleinement adaptée. Mais il est important que l'auteur ne comprenne une bonne fois pour toutes qu'on ne badine pas avec la gastronomie.
Mesdames, Messieurs, j'espère que vous arriverez à achever ce livre comme on finit une assiette. En tout cas, je vous laisse, Monsieur Boquet, je vous demande de l'achever. En tout cas, si c'est encore possible, je vous souhaite un bon appétit. Merci, Monsieur le procureur de la République. Maître Schiller, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, quelques mots d'abord sur les réquisitions qui viennent de vous être faites. Je vous l'annonce, en bon lyonnais, et à l'instar de son gourou sacré Jean-Michel Aulas, Monsieur le procureur sera perdant ce soir. Que ce soit l'Olympique ou le ministère public, une chose est sûre, le Lyonnais ne va jamais droit au but. L'accusé s'appelle donc Omnivore. 19,90 € de plaisir. 1% du salaire de tout bon bâtonnier qui se respecte. Une délicieuse tentation interdite ou un crime odieux, comme veut vous le faire croire le ministère public. Il est né de l'imagination d'Olivier Boquet. Il n'est pas l'archétype du criminel qu'on attendait. 52 ans, débonnaire, une calvitie légèrement prononcée et un style un peu trop décontracté. En somme, mon client est l'allégorie du boomer. Ancien pompiste sur l'A6, puis sexeur de poussins. Tandis que certains consacrent leur existence à percer les mystères de l'univers, Boquet a déployé un talent remarquable dans l'analyse des parties intimes des volatiles. Mais ce qui l'anime réellement, c'est la littérature, le mot, le verbe. Il se fait connaître notamment en devenant scénariste de bande dessinée et essaye depuis d'écrire des bouquins à succès, contrairement à sa co-accusée Rose Mallet. On reproche à Boquet d'avoir créé une prise d'otage littéraire. C'est vrai, il réussit un miracle en 2026. Capter notre attention plus de 8 secondes. Pourtant, il ne fait pas cette chose insupportable de certains thrillers pseudo-intellectuels qui semblent avoir été écrits par un auteur qui veut absolument qu'on sache qu'il a lu Nietzsche. Nous pouvons en être certains, Boquet n'est pas un surhomme. D'aucuns diront qu'il est simplet, minimaliste. La défense vous dira qu'il est efficace. Le lecteur rencontre donc Rita Chandler, journaliste qui, sans surprise, est en soif de reconnaissance. C'est inhérent à la carte de presse. À travers l'émission La surprise du chef, elle espère que sa visite en cuisine finisse en cauchemar, afin de réunir le maximum de téléspectateurs devant le petit écran. C'est ce qui arrivera lorsqu'elle va découvrir le restaurant le plus réputé de Fontainebleau. Aux commandes se trouve le chef Karl Angus. C'est le gendre idéal. Il est beau, charismatique, il a une grande maison, une belle voiture. Problème, il aime les poitrines, mais pas de porc. C'est ça son crime, investir un nouveau champ d'exploration du plaisir, le plaisir de déguster et de faire déguster à ses clients leurs congénères. Il défend une cause que l'opinion publique, dans son empressement coutumier, a condamnée avant même de connaître. Le cannibalisme. Barbare, monstrueux, inconcevable, en somme, berk, maman, j'aime pas. Mais il faut goûter, mon chéri, avant de dire qu'on n'aime pas. Et si c'était bon? Et si la poitrine de votre voisine était bonne? À embrasser, bien sûr, ça, tout le monde le sait. Attention cependant à ne pas en abuser. Ce type d'appétit peut très vite mener au crime. La présomption d'innocence bafouée, nous chanterions tous en chœur. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même tôle. On verra quand on aura 60 ans. Sur la place des grands prédateurs. Donc là, non. Il s'agit de manger. Au sens premier du terme.
au sens de goûter, croquer, mâcher, avaler. Et si c'était bon? Et si c'était gustativement bon? L'idée d'Angus n'est pas dénuée de sens. Nous prenons le recyclage, le consommé local, la lutte contre le gaspillage. Alors pourquoi pas nous autoriser à déguster Albertine? Angus décide alors de faire de sa passion son métier en créant un restaurant où, à défaut de servir un poulet Gaston Gérard, il cuisine Youssef, jeune mâle syrien arrivé en France pour un monde meilleur. Car oui, Angus sert de l'immigré dans vos assiettes. Même Zemmour n'y avait pas pensé. Remercions Bocquet, il a trouvé la solution pour la jungle de Calais. En transformant un mollet humain en délicieux jarret, Angus fait de la vie misérable des immigrés une œuvre d'art destinée à satisfaire les notables. La bourgeoisie de Fontainebleau aime se réunir autour de brunchs dominicaux pour déguster mimosa et tête de nègre. Rien de bien nouveau sous le soleil. Et c'est au prix d'une supercherie savamment élaborée qu'Angus obtient une étoile au guide Michelin, trompant ainsi le palais de ceux qui pourtant devraient distinguer l'excellence authentique de l'imposture. Passant ainsi de Mozart des fourneaux à ennemi public numéro 1. S'inscrivant dans la tradition du roman noir, Omnivore fait évoluer un duo d'enquêteurs chargé de mener cette chasse à l'homme. Starsky devient Rachel, une femme trentenaire. Elle est jeune, enceinte, fonctionnaire. Elle creuse à elle seule le trou de la sécurité sociale. Hutch se prénomme William Toulouse, comme la saucisse. Homme blanc, cisgenre, soumis à sa femme, adepte du caleçon anti-fertilité, du calendrier d'ovulation. Némésis n'a qu'à bien se tenir. Il représente l'homme tel que rêvé par Bocquet, incapable et fragile. Elle est enfermée dans le traumatisme de sa dernière intervention, lui dans l'archétype du policier rigoureux. Et on ose vous faire croire de l'autre côté de la barre qu'ils sont les vrais héros de cette histoire. Il faut reconnaître au procureur de la République une qualité, la fidélité. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes commises, il reste aux côtés des policiers en toutes circonstances. À ce stade, nous sommes donc entre allégeance du procureur et fantasme de l'auteur. Et là, Omnivore entre dans le réel. Ces deux enquêteurs doivent rendre compte à un grand maître. Celui qui dirige tout, celui qui se gave d'argent public et d'êtres humains, celui qui est à l'origine de tout le mal, Monsieur le procureur de la République. Mesdames, Messieurs, il peut se draper aujourd'hui dans des réquisitions iniques et tenter de vous convaincre qu'Omnivore est à jeter. Ce qu'il craint surtout, c'est que vous découvriez dans ce livre qu'il partage la même passion que le chef Angus. Une fois encore, le parquet se défausse, le parquet manipule, le parquet veut continuer à dévorer. Ne vous laissez pas emporter par le représentant de la Société des steaks humains, complice et poursuivant. Ne vous laissez pas emporter par ses mensonges, ne soyez pas sa proie ce soir. Et le fait que nous soyons filmés ne doit rien y changer. Je ne vous apprends rien, nous vivons dans une époque où l'information devient spectacle, entre scandales médiatiques et fascination pour le morbide. Le fait divers est médiatisé tel un feuilleton, le drame monté en série à suspense. Et le criminel devient tristement plus célèbre que sa victime. Car si les médias montrent, c'est aussi parce que nous regardons. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le syndrome de Stockholm, à l'instar de Rita dans le livre. Nous sommes enfermés dans la surconsommation, prêts à tout manger, bientôt nos pères. Abrutis par les écrans, hypnotisés par TikTok, le sensationnel avant le réel. Le voyeurisme au pinacle, les anges de la télé-réalité starifiés. Angus se rêve créateur de contenu, influenceur anthropophage. Des millions de spectateurs sur les vidéos le mettant en scène pendant qu'il découpe des corps. Une fiction, me direz-vous. Alors comment en est-on arrivé à faire des résultats de l'autopsie de la jeune Liana, 11 ans, un teaser du 20h?
Parce que ce n'est pas ce qui est servi qui dérange, c'est la facilité avec laquelle on continue à le consommer. Vous l'aurez compris, ce livre n'est que le reflet de la société actuelle. À l'exemple de ces migrants dont la vie est rendue invisible par nos dirigeants. Ils espèrent la libération, mais finiront tels des animaux élevés en batterie. Présentateurs harceleurs, capitalisme, corruption des élites, fin de pouvoir, fin d'argent, bokeh et dissidents. Tout cela est bien réel. Il ne fait que servir une satire glaçante et amère de notre époque où les puissants s'en sortent toujours. Les scandales s'éteignent, l'indignation s'efface et la machine médiatique passe à autre chose. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, vous ne pourrez suivre les réquisitions du ministère public qui reflètent davantage l'étude d'une fiche de lecture synthétique trouvée sur Wikipédia que de la compréhension réelle des enjeux de cette œuvre. Vous acquitterez nécessairement mon client. Qu'il soit de gauche, nous sommes d'accord, ces gens-là existent encore. Mais s'il disait vrai. Merci, Maître Schiller. Le tribunal va se retirer pour délibérer. La cour, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ah non, ben c'est pas... si vous voulez. Ils ont été bien élevés, ce jury. Vous pouvez vous asseoir, évidemment. Donc, Monsieur le bâtonnier et Madame Martin vont remettre les deux prix. Avec grand plaisir, merci, Maître Abramovitch. Bonsoir à toutes et tous, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les vice-procureurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les élus, chère Clémentine, chers toutes et tous, chers lecteurs, chers amateurs de ces plaidoiries pour un polar. Chers bibliothécaires, chers toutes et tous, on vient de passer un moment extraordinaire, je le crois. On vient de célébrer l'éloquence, célébrer la littérature, et maintenant nous allons, comme toute bonne cérémonie qui se respecte, décerner des prix. Alors monsieur, vous allez décerner le prix de la meilleure plaidoirie. Quant à moi, il me revient de remettre le prix du meilleur ouvrage qui a été choisi par le jury dans sa grande et immense sagesse. Forcément, un jury est sage. Donc, je ne vais pas faire... Il n'y a pas de roulement de tambour, il se passe... Non. J'ai juste un énorme chèque. C'est vraiment le moment que j'adore. J'ai l'impression de participer à un loto. Je pense que tout élu rêve de remettre un grand chèque. Donc me voici avec ce grand chèque qui va être remis à une autrice. Elle s'appelle Rose Mallet. Et son ouvrage, c'est... Allez-y, vous pouvez applaudir encore, j'ai un peu... Voilà.
Le titre de son ouvrage, c'est « Ne reste que la nuit ». Vous l'avez acquis, vous allez l'acquérir. Je fais de la publicité pour les libraires, les auteurs-autrices et les éditeurs. C'est tellement important. Et voilà votre chèque. À la fin, on vous en donne un plus petit. Et la somme est réelle, voyez-vous. C'est toujours ça. Mais voilà. Alors cet argent, il est pour vous, il est pour une cause que vous choisissez, il est pour... Voilà. En tout cas, il est là pour célébrer dans cette dernière édition, nouvelle édition de Clameur plutôt, qu'on n'imagine pas que Clameur c'est fini, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il est fait pour vous mettre à l'honneur et merci, je vous... Moi j'ai assez dit de trucs. D'accord. Je pensais qu'il n'y avait que mon avocat qui parlerait aujourd'hui, je suis un peu prise au dépourvu. Merci beaucoup les jurés, je suis très émue, très honorée. Merci monsieur le bâtonnier. Je ne sais pas comment on s'adresse à vous. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mis à part que j'étais très honorée de participer à cette plaidoirie. C'est un format que je n'avais jamais fait, que j'ai découvert. Je trouve que ouvrir la lecture à d'autres formats que la dédicace, que les rencontres salon, et de permettre de faire rentrer petit à petit la lecture par d'autres biais, c'est hyper important. Donc je suis encore plus honorée d'être là ce soir. Et je crois que j'ai été condamnée à verser des intérêts généraux pour des associations qui vont à la défense pour les enfants. Je pense que ça, ce sera très bien pour commencer. Voilà, parce que c'était pas du tout prévu qu'il y ait un chèque pour moi, donc ce sera pour une association pour les enfants. Voilà. Faites à votre aise, vous pouvez rester là avec votre chèque ou rejoindre votre place. Mais tout à l'heure, on va lui reprendre son... Elle va pas partir avec. D'accord. En tout cas, je suis vraiment heureuse de vous avoir accueilli. Ce que vous venez de dire est extrêmement juste. La lecture, elle a droit de citer à tous les endroits. Ici, on rit ensemble, en partageant des moments joyeux et chaleureux. Et puis... aussi dans les bibliothèques, bien sûr, aussi partout au coin de la rue. Lisons et réinventons les mondes. Ça nous permet de réfléchir, de voir les choses différemment et de se poser les questions justes à travers les mots des auteurs-autrices. Je vous en prie. Merci Madame Martin, merci encore à la ville de Dijon de nous permettre tous les ans de participer à cette initiative avec un grand plaisir. Rose Mallet, vous n'avez été condamnée à rien puisque une excellente défense vous a permis de bénéficier de la plus totale innocence. Reste désormais à déterminer qui est le gagnant parmi, non pas les membres du parquet, qui ne sont pas notés et qui ne sont pas jugés, mais, parce que honneur à la défense, nous avons voté, et surtout vous, salle, parce que le tribunal ne compte, à vrai dire, pas pour grand-chose. Nous représentons à nous tous une voix. Et vous êtes le reste à avoir voté massivement pour Maïlis Chirel.
Merci pour elle, Maëlys. Vous avez été enthousiasmante, vous avez été parfois audacieuse, vous avez été très drôle et vous avez de toute évidence séduit l'ensemble de cette salle. Je vais vous remettre aujourd'hui un petit chèque de 1 000 €. Vous aurez le vrai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Et je vais vous laisser la parole pour dire quelques mots au public. J'avais pas prévu de discours pour être parfaitement honnête. Merci déjà aux organisateurs pour cette soirée, pour cette expérience qui a été un vrai amusement. Merci à Olivier Boquet aussi pour son livre, parce que c'est lui qui a inspiré tout ça. À vrai dire, sans lui, les choses n'auraient pas pu se passer ainsi. Et je vous invite d'ailleurs tous à aller lire, en tout cas à l'emporter même pendant vos vacances cet été, parce que cet ouvrage est somptueux, pour être honnête. Merci aussi à mes confrères qui ont participé avec moi. Merci au jury. Merci aussi à mon cabinet d'avocats qui est présent et qui a participé activement à cette réussite. Merci à mes parents aussi qui sont ici, à mon compagnon. Et merci à mes copines qui sont des avocates mais qui sont avant tout des copines. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Voilà, je suis au César, j'en profite. La salle est toute active. S'il vous reste un peu d'énergie, vous pouvez aller danser rue de l'école de droit puisqu'il y a un DJ set. Vous pouvez aussi vous faire tatouer parce qu'il y a des tatoueuses. En tout cas, vous pouvez finir la soirée comme vous en avez envie. Et merci encore 1000 fois à nos partenaires et merci aux bibliothécaires qui portent ça tellement bien. Merci Marie-Paul.